Je ne vais pas moi-même faire de longues introductions et je voudrais d'abord commencer par présenter nos intervenants. D'abord, Madame Françoise Thom, qui est maître de conférence à l'université, qui est auteur de nombreux ouvrages, de très nombreux articles sur la Russie et qui, je crois pouvoir le dire, depuis très longtemps a vu juste sur la véritable nature du pouvoir russe. Parce que les événements que nous subissons aujourd'hui ne sont pas des événements que qui doivent nous surprendre d'une certaine manière. C'était des événements qui étaient très largement prévisibles, dès la Tchétchénie, dès les assassinats multiples de dissidents, de défenseurs des droits de l'homme, de journalistes auxquels nous avons assisté en Russie. Et je crois que cette oppression des citoyens russes pouvait nous indiquer et nous prédire d'une certaine manière combien le pouvoir de Poutine allait devenir également agressif, violent et sans scrupules à l'extérieur. Je voudrais également vous présenter M. Chamontin, qui lui aussi est un expert des questions russes et ukrainiennes, qui a écrit aussi de nombreux ouvrages et articles qui sont dans le document qui vous ont été présentés, et qui va d'ailleurs introduire cette table ronde en nous parlant des dimensions géopolitiques et nous donner en quelque sorte ce qu'on appelle en anglais la big picture, c'est-à-dire l'image d'ensemble, je dirais, de ce conflit et des problématiques qui sont posées. Et Madame Thom, pour sa part, interviendra pour conclure en quelque sorte et dresser aussi des perspectives et également remettre les choses en perspective. And I'm very happy also to present Mr. Alexei, but I can speak in English because I know that you understand English and Ukrainian. So, who is also professor at University at Kiev, Academy Molia at Kiev, and he also research director at the Democratic Initiative Foundation. And Mr. Hahan will speak, I don't know, either in Ukrainian or in English. But I think it will focus mostly on Donbass. Il va surtout se consacrer à parler du Donbass et il parlera en second. Moi-même, je vous ai dit, je ne vais pas parler longtemps. Je voulais quand même insister sur un certain nombre de choses. La première chose qu'il faut peut-être tout simplement rappeler, c'est cette phrase que je trouvais si juste de Karel von Schwarzenberg, l'ancien ministre tchèque des Affaires étrangères, qui disait que le destin de l'Europe se jouait en Ukraine, allait se décider en Ukraine. J'ai envie aujourd'hui, au vu de ce qui se passe non seulement en Ukraine, mais de ce qui se passe en Syrie, où la Russie conduit ce que j'ai appelé récemment une guerre d'extermination, une guerre totale, sans aucun scrupule, sans d'ailleurs même cacher sa nature de crime de guerre et peut-être même de crime contre l'humanité qu'elle commet dans ce pays. Je crois que le destin aussi du monde, d'une certaine manière, se joue en Ukraine et se joue aussi, bien sûr, en Syrie, aujourd'hui, qui est martyrisée par ces conflits. On a tendance, précisément parce que ce conflit en Syrie dépasse en horreur, en cruauté, en nombre de victimes, tout ce qu'on peut imaginer, on a parfois tendance à oublier, peut-être, notamment dans les journaux, dans la presse, dans le grand public, le conflit qui actuellement se déroule en Ukraine. Faut-il le rappeler, quand même, ce conflit a entraîné plus de 10 000 victimes, plus de 10 000 morts, plus de 1,5 million de déplacés. Il s'est traduit par une pauvreté accrue dans un très grand nombre de régions. Et il a conduit à une instabilité croissante de l'Europe, à la fois en tant que telle, mais parce que ce conflit s'est accompagné dans quasiment tous les pays européens d'une propagande à grande échelle, non seulement pour dissimuler les faits, qui n'étaient d'ailleurs pas tellement dissimulables, mais également pour essayer de développer un contre-discours qui est complètement hostile à ce que Maïdan avait incarné en février 2014, c'est-à-dire des valeurs humaines, des valeurs liées aux droits de l'homme, des valeurs de liberté, et les valeurs pour lesquelles l'Europe, finalement, devait, ici dans la maison de l'Europe, devait précisément se positionner, qu'elle devait défendre. Je crois qu'on n'a pas encore pris la mesure de ce que représentait ce conflit, cette guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, l'annexion évidemment de la Crimée, qui sont des phénomènes, je crois, qui marquent un véritable tournant du XXIe siècle, peut-être encore plus que le 11 septembre, plus peut-être même que la guerre en ex-Yougoslavie avant l'arrivée de ce siècle,
plus peut-être encore même que la chute du mur de Berlin, d'une certaine manière. On pourrait d'ailleurs discuter de cette interprétation, mais je crois qu'il faut bien voir que c'est un conflit qui est vraiment un point tournant. Ce qui est très frappant aujourd'hui, on l'a vu avec la Syrie, nous en discutions juste à l'instant avant de commencer cette table ronde, en Ukraine aussi, c'est que le pouvoir de Poutine ne cherche même plus à dissimuler ce qu'il est en train de faire. Il devient non seulement de plus en plus criminel, mais ça il l'était d'une certaine manière déjà, l'intensité des crimes augmente, on le voit à Alep bien sûr, mais il ne cherche même plus à cacher en quelque sorte ses méfaits pour une raison très simple. C'est que je crois que lui-même, il veut se poser comme celui qui fixe en quelque sorte, comme on dit en anglais, l'agenda, c'est-à-dire l'ordre du jour, tout ça des agendas du monde. Et cet agenda, quel est-il? C'est non seulement celui de la guerre, c'est celui d'un discours qui est complètement opposé aux valeurs que nous connaissons et que nous défendons. C'est également un discours qui vise à reléguer en quelque sorte le droit international et le droit tout court, les valeurs juridiques qui représentent quelque chose dans notre civilisation aujourd'hui. Et je crois que c'est de cela dont il faut parler. Il faudrait évidemment évoquer un troisième aspect, je pense, qui va être au centre de nos discussions, qui sont les accords de Minsk. Les accords de Minsk ont eu un mérite, il faut, je crois, le reconnaître, c'est malgré tout de diminuer un tout petit peu l'intensité du conflit, même s'il y a encore plusieurs morts chaque jour. Bien sûr, ça a diminué, mais les accords de Minsk, on le sait, même si chacun fait comme si, sont voués à l'échec. Ils sont voués à l'échec pour une raison essentielle, c'est qu'il est parfaitement clair depuis le début que la Russie de Poutine n'entend pas les respecter. Et je crois que ce qu'a dit Poutine l'autre jour en reconnaissant pourquoi il était intervenu dans le Donbass pour soi-disant protéger, je dis bien soi-disant protéger les minorités russophones, ça ressemble évidemment fort à ce qui s'était passé un peu plus de 70 ans avant avec les Sudètes, eh bien, montre cette volonté, je crois, très très claire de dépasser tous ces accords. Alors peut-être qu'aujourd'hui, faut-il, pour des tas de raisons diplomatiques, maintenir la fiction, parce que sinon le conflit dans l'immédiat serait pire, mais il faut bien savoir, encore une fois, qu'on est bien dans le domaine de la fiction. Ce sont tous ces débats, je crois, et quelques autres, évidemment, que nous aurons à aborder au cours de cette table ronde, et je voudrais, sans plus tarder, passer la parole à M. Charentin. Merci encore à tous, et merci d'abord aux trois intervenants.